Bienvenue au pays des kiwis. Rien à voir avec le fruit. Mais kiwi est le surnom donné aux habitants de la Nouvelle-Zélande. Probablement à cause de cet oiseau endémique qui est devenu l'emblème du pays. La Nouvelle-Zélande était un pays relativement méconnu de par son isolement géographique, jusqu'à ce que Peter Jackson décide de venir y tourner sa fameuse trilogie, Le Seigneur des Anneaux. Depuis, la notoriété de ce petit pays du bout du monde n'est plus à faire. Un pays riche de sa double culture, européenne et maori. Originaires de Polynésie, les Maoris furent les premiers occupants de la Nouvelle-Zélande, bien avant l'arrivée des Européens. Bénéficiant d'un climat tempéré et de larges terres cultivables, la Nouvelle-Zélande est un pays vert où l'agriculture joue un rôle économique primordial. Avec seulement 5 millions d'habitants, pour une surface représentant la moitié de la France, la Nouvelle-Zélande attire les étrangers, et notamment les Français, qui découvrent les charmes d'un État classé parmi les plus agréables à vivre au monde. Nous sommes allés rencontrer nos compatriotes à Wellington, la capitale. Une ville qui fait face à la mer et qui compte seulement 400 000 habitants, loin derrière Auckland, capitale démographique et économique. Alors, qu'est-ce qui rend Wellington si attractif pour les Français ? Alors c'est un peu cher, c'est sûr. On reste pas à Wellington pour être riche, c'est sûr. On reste pas à Wellington pour le temps non plus, parce que les saisons sont assez rudes, l'été est assez court et il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Mais on reste à Wellington pour tout le reste. Donc les gens, l'atmosphère, c'est prenant, quoi, c'est charmant et j'ai pas trouvé ça en France. C'est un gros village, donc tout le monde finit par se connaître, tout le monde s'entraide, tout le monde est souriant. Je pense qu'il y a un peu de stress, mais on ne voit pas le stress. Et c'est positif, quoi. D'ailleurs, le slogan, c'est absolument positif. Donc ça, c'est le slogan de la ville de Wellington. Et c'est 100% vrai, quoi. Et je pense qu'en général, les Français sont relativement bien appréciés en Nouvelle-Zélande. Mais je pense aussi que tout le monde est apprécié en Nouvelle-Zélande. Si on est sympa avec eux, les gens sont très sympas en retour, très aimables. Et je pense que c'est une valeur très importante en Nouvelle-Zélande. Parti sur un coup de tête à l'initiative d'un copain à l'âge de 21 ans, Pierre quitte la France et se lance dans un grand voyage. Il finit par arriver en Nouvelle-Zélande pour depuis ne plus en repartir. Bon, j'ai trouvé du travail très rapidement, étant donné que je suis cuisinier et la Nouvelle-Zélande recherche beaucoup de cuisiniers qualifiés. Et donc j'ai commencé dans un restaurant français spécialisé dans les produits du Périgord. Donc on avait beaucoup de canards, on faisait nos charcuteries, on faisait nos rillettes, nos pâtés de foie, c'était vraiment très intéressant. Et très bonne entente avec le patron qui était français aussi. Et donc je suis resté dans ce restaurant 4 ans et demi. Après mûre réflexion avec ma partenaire, on s'est lancé. On a ouvert notre restaurant il y a 2 ans et demi. Ça a été compliqué de mettre en place tous les éléments, toutes les autorisations, remettre la place en état parce que c'était une vieille maison aussi. Donc ça nous a pris à peu près 4 mois du moment où on a eu les clés et jusqu'au moment où on a ouvert. En tant que Français aussi étranger, ça a été un peu plus difficile pour moi, au niveau peut-être des visas, aussi de la compréhension, parce que c'est compliqué. Donc ça a été une bonne aventure, mais s'il fallait le refaire, je le ferais carrément. On fait une cuisine qui est semi-gastronomique, tout gastronomique, donc bistronomie, en utilisant vraiment des produits locaux, des produits de petites fermes, élevés en plein air, organiques quand on peut. C'est vraiment un petit restaurant, on a 35 places, on a un tout petit menu qui change régulièrement et on essaye de faire une cuisine avec sûrement d'influence française, mais sans s'arrêter à ça. On aime bien utiliser un peu tout ce qui nous passe par la main. Ça peut être vraiment tout ce qu'on a envie de travailler et avec un réseau de petits producteurs très étendu, donc des fois on a accès à des produits en petite quantité, donc un plat va rester peut-être 2 semaines au menu avant qu'il change. Et donc ouais, on change notre menu très très souvent, donc c'est fun. La cuisine à la française est donc très appréciée à Wellington. Le parcours de Marie le prouve également. Son diplôme de cuisine en poche, elle a décidé de partir directement travailler à l'étranger. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu voyager. Mes parents, ils voyageaient déjà beaucoup, eux, et à chaque fois, je regardais les cartes où ils allaient.
pense que ça, c'était à l'intérieur de moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de voir. De voir les autres, comment ils vivent, ce qu'ils mangent, comment sont leurs maisons et comment y arriver. Après, j'ai choisi aussi un métier qui faisait que rester en France, c'était pas vraiment une solution. Parce que c'était pas... Il y a beaucoup trop de cuisiniers français en France. Mais des cuisiniers français à l'étranger, il n'y en avait pas beaucoup. Donc du coup, ça faisait que c'était plus facile pour moi de trouver un travail à l'étranger que de le trouver en France. Je suis arrivée à Wellington directement à l'aéroport et l'après-midi même, j'ai tout de suite appliqué pour le travail. J'ai obtenu le travail dans l'heure qui suivait et je commençais le lendemain matin. C'est la Nouvelle-Zélande. Après différentes expériences professionnelles, Marie a développé son entreprise de fabrique de chocolat dont la philosophie repose sur le respect de l'environnement. Je me suis engagée dans le bio depuis assez longtemps. Je fais en sorte que les produits que je fabrique et mon travail n'aient pas trop d'impact sur l'environnement, du mieux que je peux. Donc ça commence par le produit lui-même. Donc pour l'environnement, le chocolat bio, c'est quand même bien meilleur parce que ça permet d'éviter tout ce qui est pesticides. Et aussi, ça permet que j'utilise une technique de culture qui s'appelle de food forest, c'est-à-dire quand on fait pousser des arbres avec d'autres arbres qui se complètent, comme la tomate et le basilic entre eux. Et ça permet aussi que sur du long terme, la terre elle est de bien meilleure qualité et les arbres ils ne tombent pas malades. Après, quand je regarde le packaging, donc tout ce qui est l'emballage du produit, je fais en sorte que l'emballage il soit décompostable et qu'il soit fait à partir de matériaux qui ont déjà été recyclés. Hélas, la façon de travailler de Marie reste très minoritaire en Nouvelle-Zélande, pays pollué et peu soucieux des problèmes écologiques. La production agricole néo-zélandaise n'est pas vraiment bio. Il y a une grosse pollution sur l'environnement due à une grosse production de tout, donc entre l'agriculture pour tout ce qui est fruits et pommes et après tout ce qui est animaux, il y a une énorme pollution. Les rivières il n'y a que 2% des rivières en Nouvelle-Zélande dans lesquelles on peut se baigner, donc ça pose un gros problème. Et maintenant on commence à voir le début du problème au sein du gouvernement. Il y a des gros problèmes d'eau aussi, l'irrigation. Il n'y a plus d'eau dans les plaines, là où il y a les vaches, pour les faire boire. Donc, une grosse production comme ce qui se passe ici, bien sûr, ça a un énorme impact sur l'environnement, mais comme la Nouvelle-Zélande est très très verte, ça ne se voit pas. En effet, la Nouvelle-Zélande dispose d'une variété de paysages spectaculaires. Des volcans aux fjords, de la montagne aux pâtures, fruit d'une activité géologique de millions d'années. Caroline est arrivée en 1998 en Nouvelle-Zélande et elle travaille dans un secteur particulièrement adapté aux caractéristiques du pays. Moi, je suis sismologue en Nouvelle-Zélande et ça veut dire beaucoup parce qu'en fait, la Nouvelle-Zélande se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, qui est une zone les plus sismiques au monde et qui comprend des régions comme le Japon, la Californie, etc. Donc on est sur une zone très sismique avec beaucoup de tremblements de terre et beaucoup de volcans actifs. En novembre 2016, la Terre a fortement tremblé en Nouvelle-Zélande. Le séisme de Kaikoura sur l'île du Sud a secoué également la ville de Wellington et nombre de bâtiments endommagés ont dû être démolis. D'un point de vue risque sismique, à Wellington, de toute façon, on était préparé pour un gros séisme qui peut arriver maintenant ou dans 10 ans. Ce que le séisme de Kaikoura de novembre 2016 a changé, c'est que suite à un gros séisme, il y a beaucoup plus de répliques. Donc en ce moment, on est dans une période avec un risque sismique plus élevé qui agit comme un très fort rappel qu'il faut toujours être préparé à un gros séisme ou à un tsunami en Nouvelle-Zélande. Donc je pense qu'à Wellington, les gens le savaient, mais on oublie. Et donc ce genre de séisme, ça permet justement de rappeler aux gens qu'il faut toujours être prêt. On se prépare à un tremblement de terre en étant wellingtonien, parce que bon, déjà on ne peut pas les ignorer. En vivant sur quelques mois à Wellington, on a l'occasion, c'est certain, d'en ressentir un ou plusieurs. Donc les gens sont très bien éduqués à répondre à un tremblement de terre juste au moment de la secousse. Donc on se protège en se mettant sous un pas de porte, ou sous une table, ou sous une chaise. Et notamment les enfants sont très très bien entraînés. Tous les mois en fait, il y a des earthquake drills où les gamins en fait, ils s'entraînent. Bouf, on leur dit tremblement de terre
et ils font en soi la earthquake turtle, donc c'est la tortue tremblement de terre. Donc ils s'assoient, et ils se mettent à genoux et puis se protègent la tête. Et ils attendent que la maîtresse ou le maître ou le professeur d'école leur dise « c'est bon, le tremblement de terre est fini ». Caroline et ses enfants nous accompagnent dans un quartier de la côte sud de Wellington pour nous montrer une idée toute simple mais particulièrement bien pensée. Les Blue Lines sont une initiative de la mairie de Wellington pour faire face à un tsunami potentiel. Alors, ce qui est assez génial, c'est que c'est très peu coûteux, c'est le prix d'un seau de peinture bleue. Et en fait, ils ont eu l'idée de peindre dans les rues de Wellington une ligne bleue qui délimite les régions inondables en cas de tsunami des régions qui ne seraient pas inondables. Donc c'est basé sur un scénario extrême de tsunami, avec une explication à côté de cette ligne bleue qui vous montre que si vous passez cette ligne, vous êtes en sécurité en cas de tsunami. Si vous êtes de l'autre côté de la ligne, vous êtes en zone inondable. Partons maintenant à la rencontre d'autres Français installés à Wellington, dont le parcours professionnel s'inscrit dans la vie sociale néo-zélandaise. Florence arrive à Wellington en 1996, juste après ses études, pour un poste d'assistante de professeur de français en collège. Désormais, elle est enseignante Montessori. J'ai fait une année d'études en tant que prof primaire. Et c'était un postgraduate, donc c'était juste une année. Ma maîtrise a été reconnue, donc ça c'était bien. Et en parallèle, j'ai fait ma formation Montessori par correspondance, mais avec une tutrice ici, pas loin de Wellington. Et après ma formation, j'ai trouvé un travail l'année d'après à Otari School, donc l'école où je suis maintenant, mais dans la section primaire. La pédagogie Montessori est une approche éducative alternative à l'enseignement traditionnel, basée sur le respect des besoins de l'enfant, lui laissant une plus grande liberté d'apprendre à son rythme, dans un environnement adapté. L'enfant apprend par lui-même, l'enseignant l'accompagne, l'encourage et pose les limites. Une méthode assez ancienne mais de plus en plus répandue et validée par les neurosciences. Les écoles Montessori en France restent élitistes parce qu'elles sont privées, donc les parents doivent payer beaucoup, il me semble. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, nous sommes subventionnés par l'État, donc c'est à nous à utiliser les subventions comme on veut, pour le matériel, pour la formation, pour les salaires. Donc ça rend les écoles Montessori maternelles et primaires aussi beaucoup plus abordables. Chaque école a le choix de faire payer différemment, mais en général, ce sont des écoles subventionnées par l'État. Donc ça touche un plus grand groupe de gens. Il y a énormément de maternelles en Nouvelle-Zélande qui sont Montessori et de plus en plus de primaires aussi. Je pense que le système traditionnel scolaire néo-zélandais est déjà un peu plus ouvert ou un peu plus flexible et essaie de suivre les intérêts de l'enfant au plus possible. Et il y a aussi une grande diversité en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a des écoles Montessori, des écoles Steiner, des écoles totalement alternatives qui font des méthodes totalement nouvelles. Il y a un curriculum maori, un curriculum national. Donc cette flexibilité, je pense, donne la possibilité aux professeurs de faire des programmes plus adaptés aux intérêts de l'enfant. Et je pense aussi que c'est plus basé sur les compétences que simplement le savoir. Il y a aussi, les enfants ont le droit de bouger dans la classe, ils peuvent travailler avec plusieurs personnes, parler est tout à fait accepté. Donc la Nouvelle-Zélande est un petit pays relativement nouveau, donc les choses peuvent changer très vite. La Nouvelle-Zélande semble très innovante en matière d'éducation. Mais est-ce que les résultats se ressentent dans l'enseignement supérieur? Pour nous en parler, nous rencontrons Frank, qui après son doctorat décroche un emploi en Nouvelle-Zélande, où il fait la connaissance de sa future épouse. Quelques années plus tard, il trouve un poste d'enseignant-chercheur à l'université de Wellington. Le système universitaire ici est très proche du système anglo-saxon ou nord-américain. Donc je ne peux pas dire que c'est un système public.
C'est un système qui est assez onéreux pour les étudiants. Ils doivent typiquement dépenser, je dirais, autour de 15 000 € pour obtenir un master. Le système, autrement, est assez semblable. C'est un système sur une durée de 4 à 5 ans. Je ne dirais pas que c'est un système élitiste basé uniquement sur le niveau scolaire. C'est surtout un système élitiste basé sur le niveau social des étudiants. Globalement, le système éducatif néo-zélandais est reconnu pour être un bon système, même parmi les meilleurs. À travers le monde, si on regarde toutes les études de l'OCDE ou des Nations Unies, on voit que le système néo-zélandais est bon. Par contre, si on regarde bien en détail la réalité, on voit qu'il y a de grosses inégalités entre les enfants issus de familles pauvres et les enfants issus de familles riches. Et donc souvent, très souvent, c'est souvent le cas aussi dans les autres pays, mais en particulier en Nouvelle-Zélande, les enfants issus de familles relativement pauvres sont en très fort échec scolaire. Et donc nous, à l'université, on est en gros le volume ou la surface de l'iceberg. Et ce qu'on récolte, en fait, c'est souvent des enfants issus de familles aisées ou riches. Et donc, oui, c'est élitiste dans ce sens-là. Alors, il y a des systèmes de bourses. Elles ne sont pas forcément connues par ces enfants qui sont issus de classes sociales assez faibles. Et donc, c'est là où c'est le problème. C'est certainement un manque de communication historiquement entre les universités et ces écoles. Il faut être honnête aussi, ça fait 10 ans que je suis, quasiment 10 ans que je suis à Wellington. Il y a eu une amélioration, en tout cas l'université ici, essaie de recruter autant que possible des enfants issus de la communauté maori. Alors ça se traduit, je dirais, avec du succès dans beaucoup de domaines, comme l'art, la littérature, la philosophie, mais encore très peu au niveau de la science ou de l'ingénierie. Le système social ou politique néo-zélandais est très proche d'un système anglo-saxon. Donc si on parle du système social en France, on va évidemment penser à l'école gratuite, à la sécurité sociale, à la retraite, aux mutuelles. Vu de Nouvelle-Zélande, la France, c'est un système communiste. Les gens sont très envieux. Lorsque nous avons vécu en France, ma femme elle me dit « Ah oui, mais la France, c'est un système communiste ». Après 2 ans, elle m'a dit « Le système est fantastique ». Le système ici est complètement différent. L'école n'est pas forcément gratuite. Le système de retraite n'est pas aussi développé que le système français. Le système social en termes d'accès aux soins est aussi différent. Il n'est pas mauvais, mais on ne peut pas comparer avec le système français. Alors l'une des raisons pour laquelle on voit autant de personnes âgées qui travaillent, c'est lié au fait que le système de retraite n'est pas aussi avancé ou poussé qu'en France. Et donc les gens âgés reçoivent une retraite qui est assez faible. Et donc elles sont souvent poussées à travailler. Alors c'est un long débat en France. Des gens vous diront ici que c'est agréable de travailler pour elles un petit peu. Et puis d'autres personnes âgées vous diront qu'elles travaillent parce que c'est un besoin. Malgré des conditions sociales moins favorables qu'en France, Frank et sa famille sont heureux de s'être installés à Wellington et de profiter d'une qualité de vie exceptionnelle. Donc moi j'habite à peu près à 20 km à l'extérieur de Wellington. Ça s'appelle Titahi Bay, c'est une baie, c'est au bord de la mer, donc on a une relation avec la mer et la nature qui est toute particulière. Et c'est ce qui fait tout le charme de notre vie à Wellington, c'est-à-dire qu'on peut partir du travail vers 4-5 heures et puis on se retrouve avec les enfants, avec les copains, avec les amis à la plage vers 5 heures, 5 heures et demie. Donc on a vraiment une façon de vivre qui est totalement différente de celle qui pourrait être la mienne ou la nôtre si je vivais dans une ville de taille similaire en France. Je suis complètement conscient que c'est un luxe pour nous de vivre à côté de la mer, de pouvoir tous les soirs prendre les gamins, prendre nos planches de surf, marcher quelques minutes et se retrouver au bord de l'océan. C'est un luxe, oui. C'est un choix de vie aussi. Donc c'était un choix que l'on a fait et que pour l'instant on ne le regrette pas. Monia est arrivée il y a 13 ans en Nouvelle-Zélande. Mariés à un Kiwi rencontré en Angola, ils ont fait le choix commun de vivre à Wellington. Les Kiwis, en général, ils sont gentils, accessibles. Une chose qui
qui me frappe quand je rentre en Europe, en France, c'est une certaine forme d'agressivité qu'on ne trouve pas du tout ici, ou d'indifférence. Ici, les gens se disent encore bonjour, on peut engager encore très facilement la conversation. Les gens qui descendent du bus vont dire merci au chauffeur. C'est plein de petits gestes comme ça qui font que la vie de tous les jours est plus facile. Monia travaille depuis 2 ans à la Croix-Rouge néo-zélandaise comme coordinatrice volontaire. Elle encadre et forme des bénévoles qui vont aider les réfugiés à s'installer dans la région de Wellington. Pendant longtemps, il y avait 750 réfugiés acceptés par an, donc c'est un petit nombre. La politique de la Nouvelle-Zélande, ça a toujours été de prendre peu de réfugiés, mais d'avoir un très bon suivi derrière pour les aider à s'installer en Nouvelle-Zélande. Récemment, ça a été augmenté à 1000 sous la pression de différentes organisations, dont la Croix-Rouge, d'églises et aussi de la société civile qui a fait du lobbying pour que le gouvernement accepte de prendre plus de réfugiés. La différence avec l'Europe ou la France, c'est qu'ici, c'est une immigration choisie. Tous les gens qui arrivent ici passent par Immigration New Zealand, qui donne son feu vert, que ce soit pour des migrants ou pour les réfugiés ou les étudiants. Je crois que ce serait faux de dire qu'il n'y a pas de racisme en Nouvelle-Zélande. Il y en a, mais je pense que c'est quand même moins visible que ce qu'on peut voir en Europe. Il y a des choses, je crois, qui ne seraient pas acceptées ici. Je vois par exemple à l'école de mes enfants, si quelqu'un traite mal un Maori, ce serait tout de suite réprimandé par l'école. Et puis on appellerait les enfants et on leur demanderait de discuter ensemble, etc. Il y a des choses qui ne passent pas ici, qui je crois passent en Europe. Alors j'ai choisi d'avoir la nationalité néo-zélandaise après 7 ans ici. Quand je suis arrivée, on avait besoin d'attendre 3 ans pour la demander. J'ai attendu plus longtemps parce qu'au bout de 3 ans, je me sentais encore très peu kiwi. Je me sentais vraiment comme une Française qui vit en Nouvelle-Zélande, qui aime la Nouvelle-Zélande, mais je ne me sentais pas encore vraiment néo-zélandaise. Et il faut savoir que quand on a la résidence, on a absolument tous les droits, comme les citoyens. Par exemple, je pouvais voter, donc je ne ressentais pas le besoin vraiment de devenir néo-zélandaise. J'ai attendu plus longtemps quand j'ai senti que je faisais partie de ce pays. Et la première fois que je suis rentrée de France et puis que j'ai atterri ici et que je me suis dit « I'm home », je suis à la maison. Et là, je me suis dit « je dois être prête pour la citoyenneté néo-zélandaise ». La première étape avant d'obtenir la citoyenneté néo-zélandaise est de découvrir le pays par le biais d'un visa vacances-travail d'1 an. L'occasion de trouver un employeur qui pourra par la suite vous parrainer. Une fois installé, vous pourrez goûter aux joies de la vie kiwi à Wellington. Car cette ville ne manque pas de charme, avec sa vie culturelle animée, ses festivals, ses musées, ses concerts. Bon, on pourrait penser que la gastronomie locale se résume aux fish and chips. Les Néo-Zélandais vont même jusqu'à frire les barres au chocolat. Mais vous pourriez aussi avoir la chance de goûter à la cuisine maori et à ses spécialités telles que le hangi qui consiste à cuire les aliments dans la terre. La diversité des nationalités et des origines ethniques confère à Wellington un visage multifacette, à la fois vivant et dynamique, coloré et optimiste. Pour tous ces expatriés que nous avons rencontrés, installés depuis quelques mois ou bien 20 ans à Wellington, un retour en France n'est pas envisagé dans l'immédiat, voire pour certains, pas envisagé du tout. Vraiment, rien ne vous manque de la France? Les choses qui me manquent de la France sont des personnes, ma famille, ma sœur, mes neveux, mes amis, certains produits français, certains plats, mes montagnes aussi. Dans le Haute-Savoie, j'aime beaucoup les montagnes et passer du temps là-bas, donc c'est vrai que ça me manque un petit peu, mais on ne peut pas tout avoir, donc je préfère être content ici que pas content là-bas. Ça se dit ça, c'est ma mère qui a dit ça.
Donc non, je pense pas, je n'envisage pas de rentrer en France dans les prochaines années. Je ne sais pas si c'est la France qui me manque, c'est les gens ou certains aspects de la culture. Mais ici, c'est aussi multiculturel et j'ai de bons amis ou de bonnes amies françaises. L'Alliance française, c'est un bon endroit pour faire le point en français aussi. La nourriture, il y a vraiment de quoi faire aussi. Donc c'est plutôt les gens, ma famille, qui me manquent. Malgré le coût de la vie, le climat venteux, les tremblements de terre, la pollution, le modèle social, les Français de Wellington ont trouvé une facilité et une douceur de vivre qui semblent les avoir convaincus. Si la vie kiwi vous tente, les Français sont ici les bienvenus.